Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Acadie, organisme de formation nouvelle génération spécialisé dans le digital, le management et le développement personnel basé à Troyes en Champagne. Alors pour le bon déroulé de ce webinaire, je vous demanderai de bien vouloir couper votre micro et de poser vos questions dans le chat. On y reviendra bien sûr à la fin de cette conférence. Elle est enregistrée et sera rediffusée, donc vous pouvez couper votre caméra comme je vois que c'est déjà le cas pour certains d'entre vous. Alors on reçoit aujourd'hui en direct de Belgique Olivier Kemax, coach agile, coach CRM et auteur du livre Réussir mon projet CRM. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons un programme qui va tourner autour du CRM parce que la Covid-19 nous a fait faire en quelques semaines un bond technologique de plusieurs années. Les études commencent à sortir. On voit déjà que les sauts technologiques, surtout pour les générations les plus âgées aussi, ont franchi le pas qui était encore réticent il y a que seulement quelques mois. Même l'éducation nationale s'est emparée du sujet contraint et forcé. Et donc parler la même langue, disposer des données centralisées et fiables, clarifier un processus de travail et les automatiser, c'était déjà le cas dans de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Par contre, c'est aussi un impératif. Et on se rend compte, à travers ce qu'on vient de voir, que peut-être des entreprises se posent la question aujourd'hui de comment mettre en place ce différent processus, comment mettre en place ces outils. Donc Olivier, ma première question, ça serait en fait que doivent faire les entreprises pour repenser leur organisation dans une perspective finalement qui est plus durable et moins dictée par l'urgence. C'est une vaste question et on commence très fort. Je fais lien avec vif du sujet. Tout à fait. Je fais lien avec Covid dont tu parlais, qui sans doute dans pas mal d'organisations, enfin en tout cas dans celles que je connais, je ne sais pas comment vous l'avez expérimenté de votre côté, mais le fait que subitement on se retrouve à distance pose toute une série de questions qu'on ne s'était pas posées avant. Alors des choses très terre à terre sur la disponibilité de l'information, sa fiabilité, la façon dont les processus se tiennent ou bien se délitent quand on n'est plus en présentiel dans le même bureau, quand on ne se croise plus dans les couloirs, etc. Et donc il y a toute une série de choses qui ont fait surface et qui posent la question de savoir comment on s'organise pour fonctionner en équipe, de quels outils on se dote pour fonctionner en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise. Et ces questions ne mettent jamais très longtemps avant d'arriver sur le terrain des outils digitaux, évidemment, qui aujourd'hui sont vraiment par excellence le support sur lequel on va matérialiser les règles de gouvernance d'une organisation, l'information qui est à sa disposition et plus globalement la façon dont les gens qui la composent ont envie de travailler ensemble. Donc le digital est vraiment un point focal essentiel dans les enseignements et les mises en mouvement qui s'avèrent nécessaires à la suite de cette crise. Effectivement, c'est important. Tu disais les gens qui la composent aussi. C'est fait par des humains derrière les outils techniques. Il y a aussi des hommes. Donc, au programme aujourd'hui, je vois encore quelques personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue. Donc, on va parler du choix d'un CRM et puis aussi de la mobilisation des équipes. De comment mobiliser l'humain en fait derrière l'outil et puis comment en faire un véritable vecteur de changement parce que ça va entraîner aussi des changements dans l'entreprise avec des courbes d'apprentissage qui devront être mises en place et puis on parlera aussi d'agilité rapidement avec Olivier dont c'est le sujet de prédilection aussi. Donc voilà, bienvenue encore à tous. On est là on essaye de faire moins d'une heure, on s'est dit 40 minutes maximum pour vous permettre d'avoir un concentré de tout ce qu'on pourrait, d'un côté plus généraliste en termes du sujet. Puis on vous reparlera à la fin de ce webinaire d'une formation qu'on vous propose si vous voulez aller plus loin. En tout cas, une forme d'accompagnement un petit peu innovant. On en reparlera tout à l'heure avec Olivier. Et donc, tu disais dans ton introduction que l'entreprise, elle est aussi faite, bien entendu, d'humains. Et on parle aujourd'hui d'entreprise customer-centrique et on va dire centrée sur le client. Qu'est-ce qu'on entend par là, selon toi ? Alors c'est une chouette expression. C'est une expression qui a été importante à un moment donné pour se rappeler que l'entreprise était au service de ses clients et que la réflexion qui vient juste derrière, c'est intéressant de savoir ce que mes clients pensent. Et donc on commence à exercer cette curiosité sous la forme de questionnaires, de retours de feedback. On commence à parler de touchpoint, etc. Et toutes ces informations doivent être stockées quelque part de façon à pouvoir être exploitées. Le CRM a émergé comme étant l'outil qui permettait d'exercer cette curiosité, de collecter les données, puis ensuite de prendre action sur base des données collectées.
on bascule, on pourrait faire le lien avec Covid, mais on n'a que 40 minutes, donc on va essayer de rester focus. On bascule aujourd'hui vers d'autres types, un autre type de... Alors j'ai envie de parler de gouvernance, mais on n'en est pas encore tout à fait là, mais en tous les cas, un autre type de considération dans l'entreprise. Et on se rend compte aussi que la notion de customer centricity est sympathique, il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir, mais que c'est sans doute pas tout non plus. Et qu'il y a une autre dimension qui commence du coup à émerger, j'ai envie d'appeler un peu par clin d'œil la colleague centricity. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette organisation à titre individuel? Pourquoi est-ce qu'on est là au sein de cette équipe? Qu'est-ce que cette équipe a envie de faire? Et là aussi, ça pose toute une série de questions qui, elles aussi, renvoient vers le digital. Alors, ça ne vient pas remplacer la customer centricity. Je pense que ça vient plutôt s'y ajouter, mais ça pose toute une série de questions sur la façon dont on collabore, la façon dont on partage l'information, la façon dont on se répartit le boulot, qui ne sont pas des aspects qui sont explicitement adressés par la customer centricity. Et donc, du coup, c'est très tentant de jouer avec l'acronyme CRM et de considérer que, donc CRM, c'est la GRC, enfin, c'est ce que vous appelez la GRC en France, gestion de la relation client, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management, c'est bien. Si vous voyez dans les outils CRM quelque chose qui est de l'ordre de la colleague Relationship Management, c'est pas mal non plus. Et l'un n'exclut pas l'autre. Et on voit aujourd'hui que les CRM modernes, les CRM basés web, etc., sont aussi des environnements de travail qui inclut pas seulement l'accès aux données, leur manipulation, mais il y a toute une dimension collaborative qui est très présente, sous des formes diverses et variées, des processus d'approbation, des workflows, etc., mais aussi des choses plus informelles, comme des forums de communication, des outils de prise de notes qui permettent de venir enrichir les données plus factuelles, plus objectives, etc. Donc, tout ça rentre pour toi dans le CRM. Dans ces deux dimensions. Pardon, tu disais ? Pour toi aussi, ce genre d'outils rentrent dans le CRM. Oui, tout à fait. Et on pourra toucher un mot de ce que CRM veut dire ou de ce que CRM ne veut plus dire. La question du périmètre est clairement posée dans ce genre de projet. Le simple fait d'utiliser le mot CRM, ça ouvre toute une série de portes et constater dans une organisation quelles sont les portes qui peuvent être ouvertes, les portes qui doivent être ouvertes, etc. est déjà très intéressant. Ah bah, très bien, ça m'amène à ma prochaine question, c'est sur le processus, justement. Comment, déjà, la première porte, c'est quel CRM choisir, en fait, quel processus mettre en place pour bien choisir son CRM. Oui, alors c'est effectivement la question phare, c'est souvent la première qui émerge quand le besoin d'autres choses en matière digitale commence à se faire sentir. C'est une question intéressante, mais c'est une question aussi dont on se rend compte, si on essaie de l'aborder frontalement, il est impossible d'y répondre de manière immédiate. On passe évidemment par une phase de compréhension des besoins. Et pour déjà toucher un petit mot de l'agilité, l'apport de l'agilité dans la conduite de ce genre de projet a assez fondamentalement changé la façon dont on aborde le processus de collecte des besoins. Et ce sur quoi on va se concentrer pendant le webinaire aujourd'hui, donc la découverte du canevas systémique, est vraiment une façon très pratico-pratique. Ça se fait dans un fichier Google, un Google Sheet que vous allez voir et auquel vous allez avoir accès. L'URL sera partagée en fin de webinaire, donc vous avez de toute façon accès à ce document. Ce document permet vraiment d'aborder cette phase d'analyse des besoins, pour utiliser un mot du jargon traditionnel, d'une manière très systématique, très méthodique, presque envie de dire très systémique, de façon à pouvoir cartographier l'ensemble des forces en présence, des dynamiques en présence, et veiller à ce que ce travail puisse amener ensuite à une objectivation des critères qui sont importants dans le choix du CRM. De là découle le choix de l'outil, et puis ensuite une mise en œuvre pour avoir quelque chose qui, in fine, soit mis à disposition de vos utilisateurs et qui soit adopté par les utilisateurs. Avoir un CRM, c'est pas vraiment un enjeu. Le vrai enjeu, c'est d'avoir un CRM qui soit utilisé. Et ce buy-in, cette adoption se fait dès le départ, dès le moment où vous questionnez les utilisateurs pour savoir de quoi ils ont besoin. D'où l'importance de faire ça d'une manière qui est très ouverte. Et puisque on a appris à être customer centric, eh bien apprenons à être colleague centric et demandons aux futurs utilisateurs de quoi ils ont besoin. Cette approche, qualifions-la d'agile, est centrée là-dessus. J'aime bien ce C qui est revu, en fait, revisité, passe de customer à collègue, et on est dans une autre relation plus circulaire que plus individuelle, en fait. Est-ce que tu peux nous le présenter alors, ce canevas, parce que je vois que tu as une approche quand même qui est très structurée, et peut-être ce canevas aussi peut aider à avoir une première rentrée dans ce sujet. Tout à fait. Je démarre mon partage d'écran.
n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ferai votre relais auprès d'Olivier si vous voulez. Voilà, mon écran apparaît? Oui, très bien. L'écran toujours. Avant de démarrer, pour continuer plutôt, je voudrais poser une question aux participants, c'est de leur demander de partager, on va se donner 2 minutes pour faire ça, de partager dans la fenêtre de conversation les 2 questions les plus prégnantes chez vous pour le moment sur ce sujet CRM. Je pourrais poser la question autrement en vous demandant pourquoi vous êtes là et ce que vous espérez apprendre ou découvrir pendant ce webinaire. Et donc Jérémy nous dit le choix en fonction de sa flexibilité, de son évolution sur le long terme est-il une bonne chose? Et puis José nous demande la bonne taille d'un CRM sur le... Et aussi, est-ce qu'il existe des CRM open source? Et qu'est-ce qu'il existe? Tes recommandations par rapport aux produits du marché. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de poser sa question, s'il en avait, ou ses questions? Ok, pour continuer à poser vos questions, donc je centraliserai vos questions, puis on les reposera à Olivier à la fin de la présentation de son Canva. Bien. Donc ce fameux Canva, donc ce Google Sheet auquel vous allez avoir accès, est structuré en 6 onglets. Sont 6 dimensions à explorer, 6 dimensions systémiques de votre organisation qu'on va explorer de manière explicite. Et donc vous allez voir en faisant ce travail de quelle façon ces dimensions s'interpénètrent et se font écho les unes les autres. Alors, toute première dimension, elle est finalement assez facile à aborder, et c'est un onglet qui est assez facile à remplir. C'est simplement la liste de toutes les personnes qui vont être concernées par ce projet. Alors, évidemment, les premières personnes qui on pense dans un projet CRM, c'est les futurs utilisateurs. À vous de voir, en fonction de votre contexte, si cette liste d'utilisateurs mérite d'être élargie avec d'autres personnes qui ne seront sans doute pas utilisateurs directs de l'outil ou des outils que vous allez choisir, mais dont le boulot ou dont la posture, ou dont l'implication va être impactée par la présence de CRM. Je pense par exemple à des entreprises qui ont des équipes dans des entrepôts sur la route. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément directement utilisateurs de l'outil, mais qui disposent d'informations ou d'instructions qui sont issues du CRM. Je pense par exemple à un chauffeur-livreur qui n'est pas utilisateur du CRM, mais dont la feuille de route serait générée par le CRM, par exemple. Donc, vous listez tout simplement toutes les personnes qui sont concernées. Alors, à quoi est-ce que ça va servir? Ça vous permet d'abord de les informer du fait qu'il y a un projet CRM. Comme ça, ils savent à quoi s'attendre, ils savent dans quelle pièce ils jouent. Et puis, ça va vous rappeler aussi en temps utile d'aborder ces personnes de façon à leur poser la question de savoir ce que le CRM pourrait changer pour eux, quels sont leurs souhaits. Quelques questions simples à leur poser, c'est qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas faire, quelles sont les activités ou les tâches durant lesquelles vous avez l'impression de perdre votre temps, ou de ne pas être efficace, ou de faire double emploi par rapport à du travail qui se fait ailleurs dans l'entreprise, ou d'être en conflit ou en opposition avec ce qui est fait dans d'autres départements, etc. Donc vous avez en fait ici votre liste d'interlocuteurs pendant la durée du projet. Et c'est un onglet qui, ma foi, est assez facile à remplir. Deuxième onglet, on va se poser une autre question, qui est de savoir quels sont les rôles qui sont représentés dans l'organisation. Alors quand on pense à rôle, vous avez ici quelques exemples à l'écran. On pense évidemment d'abord au département. Et une fois que ce premier niveau de réflexion a été parcouru, on peut continuer à se demander s'il y a des rôles, donc des groupes de responsabilité, des groupes de personnes qui sont concernés, impactés, qui ont leur mot à dire dans ce déroulé. Et les premiers exemples de rôles qui vont venir à l'esprit sont sans doute des rôles internes, la compta, les commerciaux, la logistique, etc. Il faut élargir la réflexion et vous poser la question de savoir s'il n'y a pas également des rôles qui se sont profilés à l'extérieur de votre organisation. Des partenaires commerciaux, des sous-traitants, des co-contractants, un réseau de distribution, des influenceurs, des communautés diverses et variées, etc. Tous ces gens, tous ces groupes de responsabilité existent à l'extérieur de votre organisation et sont potentiellement soit impactés par ce que vous allez faire en matière digitale, soit demandeuses de fonctionnalités, de services que vous allez pouvoir leur fournir avec ces outils. Quand on parle de portail client, vos clients ont des besoins ou en tout cas des envies de pouvoir accéder à leurs factures, de pouvoir consulter un devis. Enfin, je pense à des exemples un peu triviaux puisqu'on est dans le contexte CRM, mais vos clients, vos partenaires, votre réseau de distribution, vos influenceurs peuvent avoir des souhaits d'interaction avec vous auxquels un CRM peut répondre. Et donc ces rôles externes vont également se retrouver dans ce deuxième onglet.
On a déjà un premier niveau d'interconnexion entre guillemets entre ces deux onglets, puisque quand un rôle a été formulé, on peut se poser la question de savoir qui sont les personnes qui vont s'exprimer dans ce rôle. Une autre question qu'on peut se poser est de savoir si ce rôle est représenté par une personne ou par un groupe de personnes en particulier et faire un premier lien avec le premier onglet sur lequel vous allez travailler. On va ensuite passer au troisième onglet. Et en général, c'est un onglet où il y a plus de discussions que dans les deux premiers. On va se poser la question à ce niveau-ci de savoir pourquoi il y a un projet CRM. Qu'est-ce qu'on espère changer avec ce projet CRM? Quels sont les enjeux? Quelles sont les questions que vous posez maintenant et que vous voudriez vous reposer dans 6 mois pour vérifier que les choses ont évolué? Est-ce qu'on parle de qualité de données, de part de marché, de profitabilité, de qualité des produits? Est-ce que vous avez pour ambition de racheter un concurrent? Est-ce que vous avez pour ambition d'être racheté par un concurrent, de lancer un produit, d'arrêter une gamme de produits? C'est ce genre de choses. Des choses que vous allez pouvoir observer en montant dans votre hélicoptère pour prendre un peu de recul par rapport à votre activité. Ce sont des sujets qui sont suffisamment vastes que pour vous occuper pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs trimestres ou plusieurs années. Et ce sont des sujets sur lesquels, de toute façon, déjà maintenant, vraisemblablement, à intervalles réguliers, vous vous posez la question de savoir si vous avez fait du chemin, si les choses ont évolué, quelque chose que vous avez à l'œil et que vous suivez. Donc, ce que vous êtes invité à faire dans cet onglet est de nommer ces enjeux, de les décrire, simplement pour s'assurer que tout le monde en a bien la même compréhension. Vous allez ensuite être invité à les quantifier. Si vous deviez traduire cet enjeu en chiffres aujourd'hui, quels sont les chiffres, quels sont les indices qui vous viennent à l'esprit, et puis éventuellement prolonger le raisonnement. Que voudriez-vous que ces chiffres et que ces indices deviennent dans 3 mois, 6 mois, 12 mois? C'est déjà une première invitation à se donner rendez-vous dans quelques mois pour réévaluer la façon dont ces enjeux vont évoluer. On démarre ensuite le 4e onglet, qui est celui où le gros du boulot se fait. Et cet onglet est vraiment un chantier permanent, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. On descend d'un cran, en termes de logique, par rapport aux enjeux. Les enjeux, vous étiez dans votre hélicoptère, vous regardez ce qui se trame et ce qui est important pour votre organisation, et que les desiderata, les user stories en jargon agile, les besoins, on est vraiment en prise directe sur le quotidien. On est de manière très empirique, très pragmatique, connecté à votre boulot tous les jours. Et donc, on va commencer à aligner un certain nombre de besoins, au minimum des dizaines, plus vraisemblablement des centaines de besoins. Le comptable veut savoir si les factures sont payées, le commercial veut aussi savoir si les factures sont payées, mais lui, ce n'est pas pour envoyer les rappels de paiement, c'est pour pouvoir en parler à son client quand il l'a au bout du fil. La personne qui fait les devis veut savoir si un produit est en stock au moment où le devis est fait, de façon à pouvoir prendre des engagements en termes de délai de livraison. Le département marketing veut savoir quel est le canal de communication préféré de chaque contact et quelle est la langue dans laquelle on va s'adresser à lui, etc., etc. Et donc vous imaginez bien que ce genre de besoin, on va embrasser par dizaines. Et dans le travail de consultation que vous allez faire pour permettre le choix de l'outil, vous allez donc consulter toutes les personnes qui ont été listées dans le premier onglet. Vous allez veiller à ce que tous les rôles qui sont listés dans le deuxième soient représentés dans les interviews ou les workshops que vous allez mener, de façon à ce que cette collecte de besoins soit aussi complète que possible. Pour ceux qui ont une petite expérience de l'agilité, concrètement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de constituer ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire la liste des besoins auxquels on souhaite que le futur outil CRM puisse répondre. En se doutant de 2 choses, que 1, cet outil n'y répondra vraisemblablement pas à 100%, et que 2, de toute façon, quelle que soit l'intensité avec laquelle vous faites ce travail de collecte de besoins, c'est un chantier permanent. Vous n'aurez jamais un inventaire complet des besoins. Cet inventaire ne sera donc jamais exhaustif, il ne sera jamais cohérent. Vous allez avoir des besoins qui vont se télescoper, qui vont raconter des histoires différentes, etc. Et entre le comptable qui dit qu'il veut savoir si les factures sont payées et le commercial qui veut savoir si les factures sont payées, c'est le même besoin, mais c'est pas forcément la même solution qui va leur être proposée, puisqu'ils sont dans 2 rôles différents. Enfin bref, vous ouvrez une espèce de boîte de Pandore. Il y a sans doute un petit côté catharsistique ou thérapeutique presque dans le fait de mener cette consultation. Il faut oser le faire, il faut oser ouvrir la parole et collecter tout ce qui va être dit. Et être confiant dans le fait que ce travail de collecte, s'il est fait d'une manière authentique et large, va faire émerger, va faire apparaître un backlog, un ensemble de besoins qui va trouver sa cohérence du fait de l'abondance de besoins qui ont été notés. Et en acceptant le fait que ces besoins peuvent être parfois antagonistes,
ou parfois formulés par des gens qui ne comprennent pas le métier de l'autre. Et ce backlog sert donc aussi de révélateur pour ça. Vous n'êtes pas uniquement en train de travailler au choix d'un outil CRM, vous êtes déjà en train de travailler sur l'organisation, en posant ces questions, en notant les besoins. Il y a déjà un travail systémique qui se fait sur l'organisation, qui permet déjà un début d'alignement entre départements. On se comprend mieux. Ah tiens, je ne savais pas que tu avais besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça aussi, mais c'est pas pour la même raison. Je ne savais pas que tu faisais ça. Je ne savais pas que tu avais besoin de ça, etc. Ce sont des choses qui vont apparaître si ce travail de consultation est fait d'une manière large, ouverte et authentique. Au prix d'un certain chaos. Et ce backlog va passer par une étape de chaos. On va voir maintenant, avec le 5e onglet, comment de ce chaos va émerger une roadmap, une feuille de route, qui va vous permettre, au-delà du chaos, de voir un espèce d'ordre logique dans lequel les choses vont pouvoir se faire dès le moment où le choix de l'outil aura été formulé. Et cette 5e étape est vraiment essentielle. C'est peut-être même le cœur de ce canevas, c'est d'identifier les objets que votre organisation manipule pour pouvoir fonctionner. Alors un objet c'est quoi? Au sens informatique du terme, on a tous entendu parler de programmation orientée objet, etc. Un objet c'est un type d'information que vous manipulez et qui représente une réalité tangible ou intangible. Une société est un objet, parce qu'une société est caractérisée par un nom de société, une adresse de site web, une forme juridique, une date de constitution, etc. Ce sont des attributs qui permettent de reconnaître et d'identifier une entreprise. Une personne de contact est un autre objet, parce que les attributs qu'on utilise pour identifier une personne sont différents des attributs qu'on utilise pour identifier une entreprise. Une personne, à la différence d'une entreprise, a un genre, à une date de naissance et non pas une date de constitution, à toute une série d'attributs qui ne sont pas ceux d'une entreprise. Et donc c'est un objet différent. Et les sociétés et les personnes, ce sont déjà des objets auxquels vous aurez fait copieusement référence dans l'expression de vos besoins. Et puis ensuite, vous allez entendre parler de factures, d'opportunités, de produits, d'intérêt pour un produit, de satisfaction. Vous allez entendre parler de segments, etc., etc. Tous ces éléments sont potentiellement des objets qui vont trouver leur place dans votre modèle de données. Le CRM, ce n'est que l'outil dont vous vous dotez pour manipuler les données dont vous avez besoin pour fonctionner. C'est l'outil dont, à un moment donné, vous faites le choix pour manipuler des données qui, elles, vont rester dans votre organisation, alors que le CRM va changer. Un truc important pour pouvoir mener ce type de projet d'une manière un peu sereine, c'est de ne pas être arc-bouté sur la question du choix du bon CRM. Vous avez besoin d'un CRM pour manipuler vos données. Vos données sont importantes, le CRM ne l'est pas. Le CRM, si vous voulez en changer dans 1 an ou dans 5 ans, vous allez le faire. Et même si vous ne le faites pas, puisque vous êtes sur une application web, vous avez quelqu'un qui travaille pour vous et qui change ce CRM en permanence, c'est l'éditeur. Et donc le focus dans ce genre de projet n'est pas sur l'outil. L'outil n'est que la concrétisation du boulot que vous avez fait sur la structuration de vos données et sur ce que vous avez décidé de faire avec vos données. Donc, ce sont les données, le lexique, le modèle de données, et c'est ça qu'on objective ici, et les processus que vous voulez appliquer sur vos données. Donc cette étape lexique est vraiment quelque chose d'important. Alors c'est quelque chose qui peut émerger très naturellement. Si vous êtes dans une organisation où la parole est très facile, tout le monde va parler de ses besoins, c'est très bien. Et puis vous prenez les mots qui reviennent le plus fréquemment dans l'expression des besoins et en gros, vous avez les éléments constitutifs de votre lexique. Un autre exercice qui est assez amusant à l'époque où on travaillait en présentiel, c'est simplement de distribuer des post-it et puis de demander aux gens de noter ce qui est important pour eux dans leur boulot, les informations dont ils ont besoin. Et on étale tout ça au mur. Et puis on demande aux gens de le classer d'une façon un peu logique, entre guillemets, sans expliquer ce qu'est la logique. Et on voit apparaître un espèce d'organigramme où les paiements ne sont pas très loin des factures, les bons de commande ne sont pas loin des factures non plus. Et puis on a les produits, et puis on se rend compte que les produits sont utilisés dans les opportunités et dans les factures évidemment, mais aussi dans la gestion des stocks. Et puis quand il y a un incident client ou quelque chose qui remonte du service client, on identifie aussi le produit qui est lié à ça. Donc on a vraiment tout un mappage, une cartographie des informations qui sont nécessaires dans l'organisation. Et ça, c'est votre lexique. Donc, dans un souci de clarté, d'établissement d'un langage commun, ce lexique va être objectivé ici. Et donc, on va parler, on va nommer chacun des objets qui sont nécessaires, on va le décrire, on va, si c'est nécessaire, en définir les attributs principaux. Par exemple, une société, c'est le numéro de TVA, la date de constitution, etc. Et on va ensuite revenir au backlog, ce serait une étape plutôt en fin de processus, juste avant le choix de l'outil, et on va classer tous les besoins, on va les mettre en relation avec l'objet principal qui est concerné par ce besoin.
C'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va vous donner la clé qui va vous permettre le premier niveau de dégrossissage ou dégrossissement, le premier élément de choix pour faire votre shortlist en bon français d'outils CRM qui potentiellement peuvent représenter un bon choix pour vous. Simplement par le fait de regarder quels sont les objets que vous devez pouvoir manipuler et quels sont les objets que les CRM du marché vous proposent de pouvoir manipuler de manière plus ou moins standard. Et rien que ça, vous avez déjà toute une série d'outils. Enfin, je crois qu'il y a 400 outils CRM disponibles sur le web. Donc, il y en a déjà quelques centaines qui vont tomber du bateau simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'ils ne manipulent pas, ne donnent pas la possibilité de manipuler les objets qui sont importants dans votre business. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'il y a d'autres outils que des outils CRM qui, eux, sont spécialisés dans la manipulation d'objets qui sont très importants pour vous. Et ça va vous ouvrir un deuxième scénario qui est de combiner CRM et outils plus spécialisés parce que votre activité le justifie et que cette spécialisation est importante pour vous. Vous allez en permanence avoir le choix entre des outils qui sont très horizontaux, très customisables en français, adaptables, paramétrables et qui peuvent se plier à votre activité. Première possibilité, un outil très flexible et vous le mettez à votre sauce, ou bien une combinaison d'outils très spécialisés que vous allez faire parler ensemble, mais chaque outil va être très focalisé sur un domaine applicatif, sur un périmètre fonctionnel bien précis. Vous avez ces deux options à votre disposition. Et quand cet exercice du lexique est fait, ben, il ne vous reste plus que le 6e onglet, qui est de nouveau un onglet assez facile et parfois assez instructif. Vous faites simplement l'inventaire de toutes les applications utilisées dans votre organisation. Tous les outils, Trello, Like, les fichiers Excel qui sont essentiels dans le fonctionnement de votre boîte. Vous serez forcément aussi sur Office 365 ou sur Google ou sur un autre hébergeur pour tout l'aspect bureautique, Office, etc. Enfin, bref, vous en faites l'inventaire complet. Et cet onglet-là aussi, vous pouvez le recouper avec les autres. Vous posez la question de savoir par quels outils sont aujourd'hui servis les objets que vous avez identifiés dans le lexique, par quels outils sont aujourd'hui satisfaits les besoins qui sont listés dans le backlog, par quels outils quels sont les besoins que vous voudriez que le futur outil puisse prendre en charge, etc. Et avec cette 6e étape, vous avez vraiment un maillage, un mappage, une cartographie complète de toute la systémique de votre organisation. Ce qui vous permet de vous propulser en direction du choix de l'outil et de l'éventuel choix, en ouvrant l'option de pouvoir choisir plusieurs outils qui vont se parler entre eux. Vous avez sans doute entendu parler d'API, API. C'est un acronyme qui ne veut plus dire grand-chose, hein. C'est Application Programming Interface, c'est simplement le petit nom de ce mécanisme qui permet à des applications web de se parler ensemble. Le fait que vous retrouviez les interactions que vous avez avec vos prospects, vos clients sur les réseaux sociaux dans un CRM, c'est parce que les réseaux sociaux et le CRM disposent tous les deux d'une API et que cette couche API, cette membrane API sur chacune de ces deux applications, quand on les met en contact, permettent de faire circuler de l'info entre ces applications. Et aujourd'hui, l'énorme force et la flexibilité permise par les applications web est justement cette liberté que vous avez de faire parler ces applications web entre elles. Et il y a plein de façons de faire ça. Soit parce que les éditeurs ont fait leur boulot, que ces intégrations sont prévues nativement. Si elles ne le sont pas, vous avez des éditeurs dont c'est le métier. Je pense à des choses comme Zapier, If This Then That, etc., dont le job est de mettre bout à bout des applications. Et puis, dans le pire des cas, vous avez encore la possibilité de faire appel à un programmeur qui va vous faire quelques lignes de code pour mettre bout à bout deux applications qui ne se parlent pas entre elles autrement. Donc, quand vous avez fait tout ça, vous avez donc ce backlog, cette espèce de chaos duquel a émergé une feuille de route qui se tient, qui est en lien avec vos enjeux, qui se décline sous la forme d'applications que vous avez choisi d'utiliser, que vous avez choisi de ne plus utiliser, que vous avez choisi de commencer à utiliser. Vous avez un référentiel, un langage commun qui a été installé dans votre organisation, qui est matérialisé par le lexique. Et tout ça est mis à disposition d'équipes, de gens qui savent pourquoi ils sont là et ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils peuvent attendre de leurs collègues. Du coup, en guise de synthèse, proposition de définition de ce que pourrait être un CRM, en essayant d'intégrer tous les éléments qu'on a parcourus jusqu'à présent. C'est une équipe qui est rassemblée autour d'outils et de préférence des outils efficaces, qui partagent une même vision, notamment sur les enjeux,
qui se basent sur des données utiles avec du vocabulaire que tout le monde comprend et qui développent leur intelligence collective. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le pot intelligence collective? Quelques éléments qui me viennent en vrac à l'esprit: l'envie de travailler ensemble, une bonne compréhension des processus, la capacité à faire évoluer les processus quand le contexte ou la situation l'exige. Donc, il y a ce côté autoréflexif qui est très important et que le CRM permet de développer. Samuel, je parle et je pourrais ne pas m'arrêter, mais je vois que le chrono tourne. Juste un tout petit mot pour clôturer et puis revenir sur les questions que vous avez posées. Il y a vraiment deux catégories de CRM. En gros, il y a les petits, faciles, pas chers, en général assez sexy en termes de présentation, etc., parce que ce sont des outils développés récemment. Ce sont des choses qui sont très faciles à déployer. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui sont des CRM qui sont plus ambitieux, qui sont en général sur le marché depuis plus longtemps et que vous allez mettre à votre sauce. Ce sont des CRM qui ne sont pas par défaut adaptés à votre secteur d'activité, mais leur taille et leur flexibilité vous permet de les paramétrer de façon à les transformer en une application qui est vraiment explicitement au service de votre business. Et un des premiers choix auxquels vous allez être confronté quand vous aurez fait ce travail d'exploration systémique de votre organisation, c'est de choisir entre ces deux catégories d'outils. Un autre bonus qui est mis à votre disposition, c'est un autre fichier Google Sheet où sont comparés environ 35 outils CRM parmi les plus connus sur le marché, Dynamics, Salesforce, Zoho, Sugar, Simple CRM, Effici, etc. Tous ces outils sont comparés et de mémoire, c'est sur 150 ou 160 critères. Et ça devrait vous permettre en tous les cas de dédramatiser la question du choix de l'outil et puis d'effectuer ce premier choix de façon à vous retrouver avec une shortlist de 2, 3, peut-être 4 ou 5 outils dont vous allez demander des démos, etc. à des intégrateurs pour pouvoir affiner votre choix, formuler le choix et puis vous mettre en mouvement pour aborder le déploiement. Et vous allez vous rendre compte quand vous aurez passé cette étape-là que ce déploiement devient très facile puisque vous avez la liste de votre liste de besoins et que cette liste de besoins est de facto une checklist que vous allez parcourir de manière régulière de façon à identifier les 10 besoins que cette semaine ou dans les 15 jours qui viennent, vous voulez régler. Et quand c'est fait, vous mettez un petit V dedans. Vous revenez ensuite 2 semaines après à votre liste de besoins, vous reposez la même question, quels sont les 10 prochains besoins que je vais satisfaire, et vous avancez comme ça dans votre backlog. Vous allez constater qu'en faisant ce chemin-là, au fur et à mesure que vous livrez des fonctionnalités CRM à votre organisation, la formulation des besoins va évoluer. Des choses que vous aviez notées dans le backlog vont devenir irrelevantes, inutiles et ne seront jamais mises en œuvre parce qu'entre-temps, on a compris qu'on pouvait s'organiser autrement, ou bien qu'il vaut mieux s'organiser autrement. Et puis, au fur et à mesure que vous livrez des fonctionnalités CRM dans votre organisation, les utilisateurs se rendent compte de ce qu'est un CRM, de ce qui est possible, pas possible, de ce qui a du sens, ce qui n'a pas de sens. Et leur façon d'exprimer leurs besoins et la nature de leurs besoins va évoluer aussi. Quand je disais tout à l'heure que ce backlog est un matériau vivant et que c'est un processus, ce n'est plus un projet CRM en fait, c'est un processus permanent, c'est une espèce de mécanique d'amélioration continue des outils digitaux que vous initiez. C'est plus un projet qui va vous permettre de livrer un CRM à un moment donné. Voilà. Merci Olivier, ouais, c'est vrai qu'on pourrait t'écouter pendant des heures, on sent ta passion du sujet. Merci beaucoup. Moi, je retiens vraiment une chose, en fait, c'est que le choix de l'outil, ça arrive à la fin. Et on aurait tendance à se précipiter sur l'outil en premier, mais c'est l'arrivée, en tout cas la conclusion, la synthèse d'un processus itératif, constructif, collaboratif. C'est à la fois la fin et le début. C'est la fin du processus exploratoire. Enfin non, c'est même pas la fin de ce processus exploratoire, puisqu'il va continuer au-delà. Exactement. En tout cas, c'est le début du déploiement, ça c'est clair. Ça, c'est un autre chapitre, en fait, mais qui arrive à la fin du... Le déploiement a commencé avant que vous choisissiez l'outil, puisque dans la façon dont vous avez consulté, l'adoption des utilisateurs se gagne déjà à ce moment-là. Exactement. Oui, comment on va les embarquer aussi dans la construction, dans le choix de l'outil en amont, quoi. Et puis, la deuxième chose que je retiens aussi, c'est qu'il y a 2 grandes catégories. Soit on part avec un paquebot des énormes solutions qui potentiellement peuvent tout faire, mais on va passer beaucoup de temps à faire de la configuration pour que ça corresponde à nos besoins. Et puis, une autre solution, notre philosophie, finalement, ça serait d'utiliser un ensemble de petits speedboats où chaque unité granularité est plus compréhensible à l'unité et mis ensemble via des API peuvent communiquer ensemble et reprendre quelque chose. En tout cas, bien de savoir qu'on a ces 2 options à disposition. Maintenant, dans certains contextes, le paquebot sera plus pertinent et puis dans d'autres, les speedboats
pour autant que ce soit des speedboats connectés entre eux, seront plus efficaces. Et en fonction du contexte et des enjeux, on va préférer l'une ou l'autre solution. Super. C'était très clair. En tout cas, merci beaucoup. Alors je vais prendre dans l'ordre des questions. Jérémy, si vous voulez, vous pouvez activer votre micro puis poser votre question. N'hésitez pas, allez-y, prenez la main. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort des questions? Je me souviens qu'il y a la question de l'open source. Ouais. Ça, c'était José aussi. Pour y répondre très rapidement, je ne pense pas que ce soit vraiment une option je pense pas vraiment que la question se pose encore. Aujourd'hui, sur le marché, les outils estampillés open source sont en fait des versions freemium qui ne disent pas leur nom. Donc l'open source, je pense, n'est pas une option à considérer aujourd'hui. Je pense qu'il y a une certaine logique également à ça. L'éditeur a une vraie responsabilité, c'est de fournir un outil qui est flexible, qui se plie à des secteurs d'activité qui sont très variés. Donc l'obligation de l'éditeur est d'avoir une couche d'abstraction, une prise de recul suffisante. Et dans cette prise de recul, vous retrouvez les mécanismes qui font que vous pouvez facilement adapter cet outil. C'est un vrai métier, c'est quelque chose qui requiert un gros investissement en développeurs, etc. Et si un éditeur n'a pas un flux de licences stable qui lui permettent d'investir dans le fait de faire évoluer son outil, ça ne se fera pas. Et alors, je suis aussi très branché sur le secteur libriste et l'open source, etc. Mais dans le contexte d'un projet CRM, simplement aujourd'hui, je ne vois pas de solution open source qui tienne la route. Je pense qu'il y a également une confusion entre open source et logiciel gratuit. Et que sous couvert d'open source, on cherche un CRM bon marché ou gratuit. On pourrait faire un autre workshop sur le coût d'un CRM et le coût de ne pas avoir de CRM pour démystifier un peu cette question. Mais bon, il vaut mieux en faire un autre workshop. Il y avait Jérémy qui posait la question sur la flexibilité. Est-ce que vous voulez poser votre question? Oui, c'était plus pour savoir si sur le long terme c'était vraiment une bonne chose de choisir, pour voir si vraiment ça peut évoluer, si, comme vous l'avez dit précédemment, un backlog c'est une histoire sans fin, enfin ça peut se développer en continu, pour savoir si justement un CRM pouvait être meilleur qu'un autre en fonction de ceci, si c'était évolutif. Oui, tout à fait, c'est vraiment un point essentiel et qui va requérir un petit peu d'intuition parce que c'est difficile à objectiver. Un des signataires du manifeste agile, Robert Martin, dans une conférence un jour prononcé une phrase qui m'a fallu un peu de temps pour comprendre. C'était un truc du style: on se fiche de la capacité d'un logiciel à faire aujourd'hui ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Ce qui m'importe, c'est sa capacité à faire ce dont j'aurai besoin demain, sachant que je ne sais pas de quoi j'aurai besoin demain. Une façon plus concrète d'aborder ça, c'est de se dire que dans le backlog de besoins que vous allez constituer, grosso modo 50% de ce qui va être dit va s'avérer ne pas tenir la route au regard de ce que vous allez commencer à livrer au sein de l'organisation. Et donc se poser la question de savoir si l'éditeur avec qui vous travaillez a cette flexibilité, a cette dynamique et fait son boulot de prise d'abstraction de façon à pouvoir introduire de la flexibilité dans l'outil est vraiment essentiel. Et c'est quelque chose que vous allez aborder. Prochain workshop, on le fait en 1h30, Samuel. C'est quelque chose que vous allez aborder, par exemple, quand vous allez demander des démos aux éditeurs qui vont être shortlistés. Vous les renvoyez à votre backlog, vous leur demandez comment ils répondent aujourd'hui à leur backlog, enfin à votre backlog, puis vous leur demandez de se projeter et vous les questionnez sur leur roadmap à eux. Comment ils voient l'évolution du marché, comment ils voient l'évolution de l'outil, quelles sont leurs perspectives d'interconnexion avec d'autres outils, etc. Quelle est la dynamique que vous allez retrouver dans leur marketplace d'extension, de plugins, de composants supplémentaires, pour essayer d'aller sentir leur dynamisme et leur capacité à évoluer. Vous payez une licence et en payant la licence, vous accrochez votre wagon à une locomotive. Comment fonctionne cette locomotive? Super, merci beaucoup. Merci. Un petit mot sur la suite du parcours pour ceux que ça Oui, intéresse. c'est ça, tout à fait. Ouais, je voulais vous partager un petit peu la suite parce qu'on vous a préparé quelque chose, je pense, qui pourrait vous intéresser. En fait, si vous êtes dans une démarche d'avoir un projet, en tout cas, soit de refonte, soit de création d'un outil CRM. Ouais, donc je vous partage mon écran. En fait, c'est que suite à ce webinaire et puis tous les précieux conseils, en tout cas le canevas et l'organisation, je pense aussi c'est ça garder en tête, c'est que en fait c'est une démarche qui est sur du moyen long terme. Ça se fait pas en improvisant. Tiens, je vais installer demain un outil parce que c'est celui-là qui est à la mode en ce moment. Ça doit être plutôt une démarche constructive et participative. Et donc vous avez la possibilité, bien sûr, de le faire seul.
et de mener à bien ce projet en vous renseignant sur qu'est-ce qui existe sur le marché, et puis trouver des solutions par vous-même, vous former à cet outil, et puis surtout vous risquez de vous tromper et de perdre beaucoup de temps. Vous avez une autre option, c'est un accompagnement, et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc un accompagnement avec Olivier qui fait ça depuis pas mal de temps maintenant, qui a aussi cette expertise sur les différents outils et qui va pouvoir aussi accompagner la démarche constructive de création. Je n'allais pas dire de choisir votre outil, parce que finalement ce sera la conclusion, et même si c'est le départ d'autres choses, en tout cas un accompagnement sur toute la piste de réflexion que vous devez avoir en amont, avec ces conseils personnalisés. Vous éviterez ainsi des erreurs, vous allez gagner du temps, et puis en fait ce qui est super intéressant au-delà d'une formation, c'est on vous propose de participer c'est un COP, donc Community of Practice, où on réunit plusieurs personnes ensemble avec des mêmes problématiques que vous. Donc là, on se disait, on limiterait ça à une dizaine de personnes maximum par groupe, et dans ce collectif, avec des échanges les uns avec les autres, de co-construction de cet outil à travers le guidage d'Olivier, vous pourrez atteindre votre objectif. Oui, donc concrètement, on se donne 12 semaines de façon à dérouler les 6 étapes dont on a parlé aujourd'hui, et ça se fait effectivement dans une communauté d'une dizaine de personnes porteuses d'un projet entrepreneurial ou porteuses de l'ambition de leur entreprise, et c'est dans ce chaudron de 10 entrepreneurs, de 10 personnes qui représentent 10 entreprises différentes que ce boulot exploratoire va se faire. Alors il y a des onglets sur lesquels on va passer assez rapidement parce qu'ils sont pas très compliqués, hein, les personnes, la liste des applications, les rôles, etc. Et on va vraiment travailler ensemble sur la formulation des enjeux et utiliser le fait qu'on est dans un chaudron de 10 personnes venant vraisemblablement de 10 secteurs d'activité différents, avec des contextes, des niveaux de maturité entrepreneuriale, etc., complètement différents. On va avoir l'entreprise familiale depuis 4 générations, et puis peut-être une start-up avec 4 petits gars qui viennent de démarrer et qui sont toujours dans leur garage. Et dans ce chaudron, le fait de discuter, le fait d'avancer sur ce canevas systémique ensemble va permettre de mettre le contexte de chacun en relief et d'avoir quelque chose peut-être de plus pertinent, plus intéressant que si le boulot avait été fait en chambre sans sortir de votre propre organisation. En tout cas, c'est le pari qui est fait. De façon à ce qu'au terme du processus, vous ayez cette cartographie, une vision claire du marché CRM. On aura fait ensemble l'exercice de shortlister les outils qui sont pertinents pour chacun de vous, et ils seront différents évidemment pour chaque participant. Donc du coup, on va pouvoir se challenger mutuellement aussi sur la pertinence de l'utilisation de tel ou tel outil, les avantages et inconvénients. Tiens, tu as prévu d'utiliser tel outil aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons que moi, ou tu as exclu un outil qui moi me paraît intéressant. Donc tout ce boulot de confrontation est potentiellement très riche, de façon à ce qu'au terme de j'ai failli dire formation aussi, même si ça n'a pas grand-chose d'une formation, au terme de ce parcours, vous ayez tous choisi l'outil et que vous soyez prêts à en amorcer le déploiement. Le déploiement, vous amorcez en utilisant tout le boulot de cartographie qui a été fait en amont. Donc vous êtes directement opérationnel avec un outil qui a été choisi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les retours des participants que tu as eu dans des précédentes sessions? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Ils sont en général frappés par le fait qu'effectivement un CRM c'est plus du colleague relationship management que du customer relationship management. Peut-être simplement parce que le customer relationship management, ça fait 20 ans qu'on en parle maintenant et que tout le monde connaît les concepts, qu'il y a des outils de marketing automation à l'appel également. Que le nouvel enjeu maintenant, c'est peut-être davantage sur la façon dont les entreprises fonctionnent, la façon dont on collabore, etc. Donc cette dimension-là est très présente et c'est tant mieux. Super. Alors, on vous a prévu 3 sessions pour correspondre à vos différents agendas. Donc, on a une session qui commencerait le 10 juillet pour ceux qui ne prennent pas de vacances cet été ou qui veulent le faire en parallèle de leurs vacances. Une session d'été, donc du 10 juillet jusqu'à fin septembre. Une session qui démarrait à la rentrée à partir du 18 septembre jusqu'à fin novembre. Et puis, une 3e session pour un projet qui est peut-être dans les cartons ou on suspend pour le moment de votre côté, qui démarrait en octobre, donc le 2 octobre. On ferait une nouvelle promo qui démarrer à ce moment-là. Donc il y aurait 3 sessions en parallèle pour accompagner ce déploiement dans vos entreprises et correspondre bien entendu à vos différents agendas. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qu'on retrouve dedans. Alors Olivier, je ne sais pas si tu veux redétailler un petit peu concrètement qu'est-ce qu'il y a. Là, je vois le Slack, qu'est-ce que ça apporte?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse, le déroulé ou, oui, qu'est-ce qu'il y a à travers ces 12 réunions d'1h30? Qu'est-ce qu'on Oui, va en ressortir gros, de c'est ce tout que ça? je disais. Donc, on va dérouler ensemble. On utilise le canevas systémique comme structure de base pour le boulot qui se fait ensemble. En gros, on va boucler le canevas sur 50% du temps du déroulé de ce parcours. Et puis, on va utiliser ce qui ressort du canevas systémique pour formuler une shortlist. Cette formulation de shortlist menant ensuite au choix de l'outil. Et l'objectif est vraiment clair, c'est celui que je disais tout à l'heure, c'est que vous soyez au terme du parcours avec un backlog directement utilisable pour la mise en œuvre et un outil qui a été choisi. Et que ce boulot a été fait et on y veillera ensemble avec une implication maximale des personnes dans votre organisation qui sont concernées par ce déploiement. Donc l'autre, j'hésite à parler de délivrable, mais en tout cas l'autre intention, c'est que vous ayez dans votre organisation pu faire le travail nécessaire pour que l'outil que vous avez choisi puisse être adopté avec enthousiasme par les futurs utilisateurs. Et la façon dont vous allez questionner les besoins, etc., va contribuer grandement à ça. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas, je ne vais pas pouvoir faire avec vous parce que ça ne se fait pas dans l'espace de temps des séances. Mais par contre, ce sera un sujet qui sera discuté de façon explicite pour vous épauler dans la façon dont vous allez questionner les besoins au sein de votre organisation. Okay, donc il y a du travail pendant les séances, donc ce sera une visio sur Zoom, et puis tu donneras aussi des devoirs à faire aussi entre les séances. Alors c'est pas vraiment des devoirs parce que vous faites du boulot concret pour votre organisation, pour un objectif que vous connaissez bien et qui est vachement tangible, donc j'appellerai pas ça des devoirs, mais il y a effectivement du boulot en dehors des calls. Les calls sont plutôt des moments de synthèse, des moments où on se challenge mutuellement, où on fait le pas en avant suivant, mais il est clair que le boulot de collecte des besoins, de cartographie, etc., va prendre quelques heures de votre temps en dehors des calls. Et vous avez, pour épauler tout ce travail que vous allez faire de votre côté dans votre entreprise, dans votre organisation respective, le fil de communication sur Slack qui permet de poser vos questions et de garder le contact et de continuer à boulotter entre les appels. Super. Alors, je pense que tout le monde se pose la question combien ça va coûter. C'était présenté au départ à 1860 € quand c'était en présentiel. Et là, on vous fait une offre parce que c'est passé en mode à distance. Et puis aussi, on veut l'ouvrir au plus grand nombre, que ce soit vraiment accessible. Et Olivier partage cette passion et voilà, a fait un prix extrêmement réduit, donc de 245 € par mois pendant 3 mois. On ouvre les inscriptions jusqu'au 10 juillet. Voilà, les places sont limitées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à samuel@acadie.fr, acadee.fr pour les inscriptions et on se fera une joie de répondre à toutes vos questions. C'est un accompagnement, je pense, qui est vraiment, j'allais dire, indispensable ou utile quand on est en charge de ce projet-là et qu'on a la chance d'avoir un expert à nos côtés pour nous accompagner. Et puis surtout, je pense, la puissance du collectif, de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, ça donne de la puissance et on se sent moins seul aussi qu'on doit porter ce genre de projet. Ok, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions ou à m'écrire pour réserver vos places. Eh bien, merci à tous pour votre attention. C'était un plaisir d'organiser ce webinaire avec vous. Merci beaucoup Olivier pour toutes tes présentations. C'était vraiment très clair. Je pense que ça a démystifié, en tout cas ça a permis de voir le chemin qu'on peut avoir. Tu as mis des jalons un peu comme s'il y avait des étapes. Moi, je trouve souvent l'image de gravir une montagne et en fait de se dire, en fait, c'est pas d'aller tout en haut de la montagne, c'est que j'ai déjà un premier refuge, un deuxième, un troisième, un quatrième, et d'avancer comme ça d'étape en étape, ça devient quelque chose de beaucoup plus réaliste, plus envisageable. Et ce Canva, je pense, va participer à démystifier ce projet qui est lourd de sens et de responsabilité, surtout pour l'avenir de l'entreprise. Merci pour l'invitation, en tout cas Samuel. Oui, toujours pas de questions. Donc merci à tous pour votre participation. Olivier, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Le mot de la fin. Écoutez, je vous souhaite bonne chance dans vos projets respectifs, que vous choisissiez de le faire seul ou pas. De toute façon, les 2 fichiers qu'on a évoqués sont mis à votre disposition. Et si vous voyez l'intérêt de faire ce parcours en groupe et accompagné, écoutez, n'hésitez pas. Merci à tous. Bonne fin de journée à vous. Merci Olivier. Au revoir. À bientôt. Au revoir.